Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, chers amis téléspectateurs de Télé Africana. Vous êtes à votre émission Le Canapé. Et ce soir, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir un avocat qui nous vient de la République démocratique du Congo, en la personne de Maître Okuma Laurent. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Saturnin. Alors, merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Et pour nos amis téléspectateurs, qui est Maître Okuma Laurent? D'abord, je tiens à vous remercier, à remercier Télé Africana pour me donner cette occasion de passer à votre émission. Personnellement, à vous, Saturnin Lago, et à toute votre équipe. Je vous tiens vraiment à cœur pour ce geste amical et aussi fraternel, car nous sommes entre nous Africains. Oui, Maître Laurent Okuma, je suis de nationalité congolaise, de Congo-Kinshasa. Je suis avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Et ici aux États-Unis, je suis aux États-Unis depuis plus ou moins 10 ans. Je suis venu d'abord pour des problèmes d'études, pour poursuivre ma maîtrise en droit, ce que j'ai déjà fait à l'université que nous appelons ici Southern Methodist University, SMU en sigle. Et pour le moment, je suis basé ici à Dallas. Et je m'occupe actuellement d'une ONG qui s'appelle African Social and Immigration Services. C'est une ONG qui s'occupe de réfugiés et des immigrants parce que nous avons constaté que nous, personnellement, qui venons de l'Afrique, nous avons de sérieux problèmes pour nous insérer ici aux États-Unis, spécialement pour l'Afrique francophone. Nous avons des barrières de langage, nous avons beaucoup de barrières culturelles et nous n'avons pas l'information qu'il faut. Ainsi, j'avais fondé cette institution pour que nous puissions trouver un créneau, trouver un endroit où nous allons obtenir la vraie information en ce qui concerne l'insertion dans la société américaine, au moins pour ceux qui sont ici à Dallas, dans la métropole Dallas-Fort Worth au Texas. Voilà, c'est que je m'occupe de ça. Et nous sommes pour cela en contrat avec le gouvernement fédéral américain. Nous avons un projet actuellement, nous nous occupons de réfugiés qui sont venus ici depuis, qui viennent d'arriver ou qui ont fait tout au maximum 5 ans. Nous les aidons pour pouvoir s'insérer dans la société avec des services tels que le ISL, donc pour apprendre l'anglais et pour leur trouver un travail qui leur permettra de pouvoir prendre en charge leur famille. Voilà ce que nous sommes en train de faire actuellement. Merci. Voilà brièvement présenté, chers amis téléspectateurs, notre invité de ce soir. Mais avant même d'aborder l'aspect de votre organisation, je voudrais qu'on remonte à votre pays natal. Au Congo, exerciez-vous en tant qu'avocat ou bien vous veniez de finir vos études? Avant que je ne puisse venir aux États-Unis, j'ai exercé le métier d'avocat pendant plus de 6 ans. Et comme je dis, je suis avocat au barreau, c'est-à-dire je suis inscrit dans la liste des avocats, comme on appelle la liste de l'ordre. C'est-à-dire ce n'est pas même dans la liste des stagiaires, mais je suis déjà dans la liste des avocats qui sont confirmés après avoir passé le stage de 2 ans et tout. Et j'ai exercé dans le cabinet Maître Sabin Toumba. Et jusqu'aujourd'hui, étant donné que je suis toujours la profession d'avocat, c'est une profession libérale, je suis toujours membre de ce cabinet. Alors, pour le commun du mortel, les gens diront, mais attends, un avocat en Afrique, c'est quand même
quelqu'un qui a la vie aisée. Alors, qu'est-ce qui vous fait quitter votre métier d'avocat à Kinshasa où vous exerciez pour venir aux États-Unis? Si vous avez suivi lorsque je me suis présenté, que je suis venu pour des besoins d'études, parce que je devais approfondir mes connaissances dans le domaine de droit international. C'est ainsi que je suis venu, et pour des raisons aussi politiques, étant donné que la situation du pays, la situation politique ne permettait pas une expression libre. Ainsi, j'avais pris un recul par rapport à la situation du pays pour pouvoir, dans quelle mesure je peux être plus efficace à pouvoir aider mon pays. Et nous ne nous sommes pas restés mains croisées. Lorsque nous sommes restés ici, nous avons, avec des amis, créé ce que nous appelons Congo New Leadership, qui est une organisation sociopolitique, parce que nous avons compris que le problème que nous avons au Congo-Kinshasa, c'est un problème de leadership. Si le pays est malade, c'est parce que son leadership est malade. Nous n'arrivons pas à avoir des gens qui mettent en premier lieu l'intérêt du pays. Et c'est pour cela que nous disons, nous qui sommes ici, qu'est-ce que nous pouvons faire pour imprimer un nouveau leadership afin de pouvoir amener le pays à décoller. Parce que comme vous savez, notre pays regorge beaucoup de richesses, non seulement de richesses que les gens connaissent, le sous-sol, de minerais et tout, mais nous avons une formidable richesse qui est la crème intellectuelle de notre pays, mais nous ne savons pas utiliser cette crème intellectuelle. Pourquoi? Parce que le leadership est pauvre. Et c'est pour cela que nous avons pris du recul en étant ici, à l'étranger, pour voir dans quelle mesure nous pouvons rebondir et pour aider mieux notre pays. Voilà les raisons qui m'ont retenu. Mais bientôt, je vous rassure que nous nous préparons pour retourner au pays. Justement, on attaque à l'aspect politique parce que vous parlez de la liberté d'expression au Congo. Alors, politiquement parlant, vous n'êtes pas venu parce que vous étiez menacé politiquement, comme vous l'avez dit, vous êtes venu pour poursuivre vos études. Concrètement, sur le terrain, quand on regarde le Congo, d'après vous, qu'est-ce qui fait que le Congo a toujours ces mots-là? C'est un grand pays qui est riche, je dirais, c'est l'un des plus riches pays du continent africain. Qu'est-ce qui fait que le Congo ne décolle pas? C'est vrai que vous avez parlé de leadership. Ne trouvez-vous pas que les Congolais eux-mêmes ne sont pas à la mesure de la tâche? Ce serait trop aller vite en besogne de dire que les Congolais ne sont pas capables. Non, c'est un problème, comme j'ai dit, le vrai problème que nous avons au pays, c'est un problème de leadership. Lorsque vous regardez l'histoire de ce pays depuis les indépendances, nous avions eu un leadership éclairé en la personne de Patrice Emery Lumumba. Ces jeunes flamboyants qui étaient en avance par rapport à sa génération, qui avait compris réellement ce qu'il fallait pour le Congo, mais ce leadership a été étouffé vite par les gens qui ne voulaient pas que le Congo soit libre. C'est-à-dire ceux qui voyaient en Congo comme une vache laitière, comme un endroit où il faut venir exploiter. Alors, profitant de l'ignorance ou de la négligence ou de quelques politiciens de l'époque, ils ont étouffé ce leadership de Patrice Emery Lumumba et ils ont même provoqué son assassinat physique. Et c'est à partir de là que le Congo est devenu malade. Parce que quand vous regardez, depuis 60, nous sommes passés des conclaves à des conclaves, des négociations à des négociations. Après une période de dictature avec le coup d'État de M. Mobutu de 65 jusqu'à son départ en 1987, c'était de la dictature pure et dure. On ne pouvait pas s'exprimer. C'était aussi les antivaleurs qui étaient érigées en système de gouvernement. Et après, nous avons connu le gouvernement de Laurent Désiré Kabila. C'était des gens qui sont venus
de l'Est, ils n'étaient pas réellement préparés pour assumer les fonctions de l'État. Et nous avons vu un amateurisme qui était placé à la tête même de l'État. Et après l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, que nous devons reconnaître quelque part que c'est un nationaliste, mais un nationaliste qui n'avait pas pris la mesure d'être entouré par des personnes qui pouvaient l'aider dans cette tâche. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons continué avec Joseph Kabila, qui, tout le monde sait, que conduit le pays vraiment à vue. Parce que nous ne sentons pas en lui les qualités d'un leader. Et vous savez très bien, lorsque la tête est malade, et tout le reste du corps en souffre. C'est pour cela que je dis que nous avons ce problème de leadership au Congo. Et la vraie solution viendra lorsque nous allons trouver la vraie personne qu'il faut mettre à la tête pour assumer ce leadership. Alors, chers amis téléspectateurs, comme vous le constatez, vous êtes à l'émission Le Canapé. Alors, nous allons prendre une petite pause et nous vous retrouvons dans quelques instants. ASI est une organisation de réfugiés émergents communautaires visant à fournir des services de soutien aux réfugiés nouvellement arrivés et existants et les autres immigrants. Dirigée par des bénévoles, nous servons avec succès plus de 150 réfugiés africains et d'autres immigrants chaque année dans le métroplex d'Ala-Fort Worth. Notre mission est d'aider les réfugiés, les autres immigrants et leurs familles d'intégrer notre société et réaliser leur plein potentiel. Après une dure journée de travail, t'as hâte au bon petit plat qui t'attend. Mais tu dois te contenter d'une assiette minable de biscottes et de jambon. Tu le sais que t'en veux pas. Puis c'est pas des toasts au beurre de peanut qui te font sourire. Dites non aux rôtis tartinés de beurre d'arachide. Voici Resto Afro, le moteur de recherche conçu pour vous permettre de découvrir rapidement les restaurants aux spécialités afro du Québec les plus près de chez vous. Vous pourrez voir le restaurant en vidéo ou en photo pour vous aider à choisir le lieu qui vous conviendra selon le confort désiré et votre budget. Trouvez aussi les menus des restaurants et des recettes afin d'explorer la gastronomie afro chez vous. Découvrez les cuisines créoles, caribéennes et africaines grâce à restoafro.com. Bonjour et bienvenue dans le monde d'Orao TV, premier fournisseur en IP de chaînes à l'international disposé de plus d'une centaine de chaînes pour les informations, le sport, les films et la musique. Retrouvez toutes les chaînes que vous préférez, RTNC et Direct TV pour le Congo, RTS pour le Sénégal, GTV pour le Ghana, Vox Africa, Orange Sport, France 24 et bien plus encore. Fini l'ère du satellite et du câble, il vous suffit de brancher votre box directement à votre téléviseur. Et si jamais vous voyagez, transportez votre box n'importe où dans le monde. Orao TV, c'est simple, sans contrat, sans engagement. Alors profitez vite de ces nouveaux services et visitez nos sites internet selon vos régions. Merci et à très bientôt. Ouvrez-vous les portes de l'Afrique et de la République centrafricaine. Découvrez toute son histoire dans les moindres détails, toute sa culture et son patrimoine, et surtout toute l'actualité en RCA et en Afrique. Alors, qu'une seule adresse, visitez rca-bafrica.com. L'Afrique via le Centrafrique. Bienvenue sur notre plateau. Alors, nous sommes toujours
en compagnie de notre invité du jour, monsieur, je dirais, maître Okuma Laurent. C'est bien dit ça, n'est-ce pas? Oui. OK. Maître, vous étiez en train de parler de la situation politique du Congo. Alors, quand vous parlez de leadership, on constate qu'aujourd'hui, très bientôt d'ailleurs, il va y avoir les élections au Congo. Et l'un des opposants s'appelle M. Étienne Tshisekedi, qui fut un politicien, qui est toujours un politicien d'ailleurs, qui a combattu Mobutu Sese Seko et qui aujourd'hui veut briguer la présidence du Congo. Alors, voyant cela, est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiet quand on sait que Étienne Tshisekedi a presque, je dirais, 82 ou 84 ans? Est-ce que ça ne vous inquiète pas quand on pense que le Congo regorge, comme vous l'avez dit, d'intellectuels? Vous savez, nous sommes en démocratie, tout le monde est libre de poser sa candidature. Et nous ne pouvons pas empêcher à M. Étienne Tshisekedi de prouver qu'il est capable de diriger ce pays. Mais je pense, comme vous avez évoqué son nom, pour que nous puissions mieux comprendre qui est cette personne, prenons un peu son cursus politique. Nous avons découvert Étienne Tshisekedi depuis 1960, lorsque M. Mobutu a fait son premier coup d'État en septembre 1960, lorsqu'il a neutralisé le gouvernement Lumumba et le gouvernement fantoche de Ileo, et il a nommé ce que nous avons appelé des commissaires généraux pour gérer le pays. Et M. Étienne Tshisekedi était l'adjoint de celui qui était commissaire à la justice, qui était un professeur d'université, paix à son âme, le professeur Ileo. Alors, lui, c'est à ce moment-là que nous avons découvert M. Tshisekedi. Il est venu dans la politique comme le fruit d'un coup d'État de M. Mobutu depuis 60. Et après, nous allons encore le découvrir en 1965 avec le même Mobutu lorsqu'il a écarté le premier président Joseph Kasavubu. Il a nommé ministre de l'Intérieur. Et c'est à ce moment-là que nous avons connu les premiers assassinats au pays et ce qu'on a appelé les pendus des Pentecôtes, avec les Évariste Kimba, les Anani, et tout le monde connaît là où il y a aujourd'hui le stade Kamagnola, ce qu'on appelle le stade de martyrs, parce que c'est là où on les a assassinés par Mobutu et son gouvernement. Et c'est comme ça, après cela, il était ministre de la Justice et ils ont fait la constitution de 1967. La constitution de Mobutu. Et dans cette constitution, c'est vrai qu'il était prévu que le pays devait connaître 2 partis politiques, ce qui n'a jamais été le cas parce que Mobutu avait fondé son mouvement populaire de la Révolution et M. Tshisekedi et les autres jeunes universitaires de l'époque l'ont aidé à confectionner ce que nous avons appelé le manifeste de l'Antsele. Et c'est ce qui était comme la charte politique, le programme du MPR. Il a cheminé avec le M. Mobutu jusqu'à ce qu'un jour, lorsqu'il était au Parlement, ils ont découvert que le monsieur avec qui il dealait, c'était vraiment quelqu'un qu'il ne fallait pas parce qu'il a trop fait du mal aux gens. Et nous, c'est pour cela que moi, je le félicite parce que en tant que chrétien, vous pouvez commettre des erreurs, vous pouvez commettre des péchés, mais un jour, si vous vous repentez, et si vous vous repentez sérieusement, les gens peuvent vous pardonner, comme Dieu vous pardonne aussi. Et ils ont formé les 13 parlementaires, ce que nous appelons aujourd'hui l'UDPS, qui est l'Union pour le progrès social et l'Union pour la démocratie et le progrès social. Malheureusement, la plupart des fondateurs sont soit morts, d'autres sont écartés, et c'est M. Tshisekedi qui est resté avec le parti. Alors, lorsque vous voyez le cursus politique de M. Tshisekedi, c'est quelqu'un d'abord qui connaît toutes les facettes de la politique congolaise. Donc, par expérience, c'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose. Mais est-ce que cela est suffisant pour qu'aujourd'hui, à l'âge de presque 80 ans, capable de
de porter ce pays du gouffre où les autres l'ont mis. C'est cela là, la question que nous nous posons tous, parce que le pays demande quelqu'un qui doit être énergétique, quelqu'un qui doit travailler beaucoup. Et l'âge aidant, nous avons beaucoup de doutes. Personnellement, parce que ça c'est mon opinion et n'engage que moi, et cela. Mais étant donné la situation dans laquelle nous vivons, les gens ont trouvé que le seul opposant qui peut faire face au régime actuel, c'est M. Tshisekedi. C'est pour cela que les gens disent non, écoutez, malgré son âge, malgré les erreurs qu'il a commises dans le passé, donnons-lui quand même une chance pour que nous puissions sortir au moins de cette auberge. Alors justement, quand vous parlez de la situation au Congo, on a l'impression qu'elle est totalement noire. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à Kabila? Est-ce qu'il est incapable? Qu'est-ce que vous lui reprochez, vous, en tant que citoyen congolais vivant aux États-Unis? Je ne reproche rien à M. Kabila. Tout simplement, je constate que le pays est malade. Et je constate que celui qui est le président de la République, celui qui est à la tête de ce pays, c'est-à-dire qu'il n'a pas imprimé un leadership capable de sortir ce pays et par conséquent, il est disqualifié. Je ne lui reproche rien, mais je constate qu'il a échoué et que quand quelqu'un a échoué et qu'il ne sait pas apporter des solutions au quotidien de ses gouvernés, il n'a qu'à jeter tablier et puis laisser la place aux autres. Et si vraiment on a un peu d'estime, c'est tout ce que je constate. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on parle de l'influence du Rwanda sur le Congo? Le Rwanda est un petit pays qui influence un grand pays qui est le Congo. Est-ce que vous pensez qu'avec l'arrivée de Étienne Tshisekedi, est-ce que ça pourrait arranger la relation entre le Rwanda et le Congo, ou bien vice-versa? Je ne dénie pas à M. Étienne Tshisekedi l'oripeau nationaliste. C'est un nationaliste. C'est quelqu'un qui voit l'intérêt du peuple congolais. Et tout nationaliste qu'il est, c'est tout à fait normal que, étant devenu président, il ne peut que défendre les intérêts des Congolais. Parce que pour le moment, nous avons l'impression que le Congo n'est pas défendu par son gouvernement. Souvenez-vous, les Nations Unies ont fait sortir un rapport, ce qu'on appelle le rapport Matpin, où le Rwanda est cité nommément comme agresseur du Congo. Mais le gouvernement du Congo n'a fait aucun effort pour pouvoir amener la voix des Congolais au plus loin. Et nous supposons que tout national qui viendra au pouvoir ne peut que chercher à rétablir cette situation d'injustice contre le Congolais. Parce que nous sommes aujourd'hui martyrisés par un petit pays comme le Rwanda. Parce que ne voyons pas cette partie de l'iceberg qui est le Rwanda. Parce que derrière le Rwanda, vous avez des gens qui veulent s'emparer de richesses du Congo. Le Rwanda, en lui-même, ne vaut rien par rapport au Congo. Mais ne voyons pas seulement le Rwanda. Voyons derrière, qu'est-ce qui est derrière le Rwanda? Et toutes ces puissances capitalistes, toutes ces puissances égoïstes qui veulent tout simplement exploiter les richesses du Congo, qui sont derrière toute cette situation dont nous sommes victimes. Et tout nationaliste qui viendra, et je souhaite que Tshisekedi l'ait aussi, il ne peut que venir établir cette situation. Alors, chers amis téléspectateurs, vous êtes toujours à votre émission préférée, Le Canapé. Alors, nous allons prendre une petite pause et nous vous retrouvons tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans le monde d'Orao TV, premier fournisseur en IP de chaînes à l'international disposé de plus d'une centaine de chaînes pour les informations, le sport, les films et la musique. Retrouvez toutes les chaînes que vous préférez, RTNC et Direct TV pour le Congo, RTS pour le Sénégal, GTV pour le Ghana, Vox Africa, Orange Sport, France 24 et bien plus encore. Fini l'ère du satellite et du câble, il vous suffit de brancher votre box directement à votre téléviseur. Et si jamais vous voyagez, transportez votre box n'importe où dans le monde. Orao TV, c'est simple, sans contrat, sans engagement. Alors profitez vite de ces nouveaux services et visitez nos sites internet selon vos régions.
Merci et à très bientôt. ASI est une organisation de réfugiés émergents communautaires visant à fournir des services de soutien aux réfugiés nouvellement arrivés et existants et les autres immigrants. Dirigée par des bénévoles, nous servons avec succès plus de 150 réfugiés africains et d'autres immigrants chaque année dans le métroplex d'Ala-Fort Worth. Notre mission est d'aider les réfugiés, les autres immigrants et leurs familles d'intégrer notre société et réaliser leur plein potentiel. Ouvrez-vous les portes de l'Afrique et de la République centrafricaine. Découvrez toute son histoire dans les moindres détails, toute sa culture et son patrimoine, et surtout toute l'actualité en RCA et en Afrique. Alors, qu'une seule adresse, visitez rca-bafrica.com. L'Afrique via le Centrafrique. Après une dure journée de travail, t'as ton bon petit plat qui t'attend. Mais tu dois te contenter d'une assiette minable de biscottes et de jambon. Tu le sais que t'en veux pas. Puis c'est pas des toasts au beurre de peanut qui te font sourire. Dites non aux rôtis tartinés de beurre d'arachide. Voici Resto Afro, le moteur de recherche conçu pour vous permettre de découvrir rapidement les restaurants aux spécialités afro du Québec les plus près de chez vous. Vous pourrez voir le restaurant en vidéo ou en photo pour vous aider à choisir le lieu qui vous conviendra selon le confort désiré et votre budget. Trouvez aussi les menus des restaurants et des recettes afin d'explorer la gastronomie afro chez vous. Découvrez les cuisines créoles, caribéennes et africaines grâce à restoafro.com. Nous sommes toujours en compagnie de notre cher invité, Maître Oukouma Laurent. Je vous rappelle que Maître Oukouma Laurent est avocat au barreau de Kinshasa et il est CEO, si vous voulez, président d'une organisation non gouvernementale qui s'occupe d'insérer les réfugiés ici en les aidant à travers les papiers de l'immigration. Alors il va tout de suite plus ou moins un peu plus loin parler de cette organisation. Mais nous étions toujours avec la politique du Congo. Alors, Maître, est-ce que vous ne pensez pas que ce qui arrive au Congo est généralisé en Afrique? C'est-à-dire, on constate qu'aujourd'hui, l'Afrique a des guerres partout. Je vous donne l'exemple de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, le Congo, et généralement les pays francophones sont dans léthargie. Quel est le problème? Est-ce que nous avons des problèmes avec la civilisation française ou bien c'est l'éducation française qui nous inculque pas cette notion de leadership? Vous savez, nous pouvons diviser la pomme en deux parties. Il y a aussi notre responsabilité en tant qu'Africains dans cette situation qui nous arrive. Mais spécialement, le problème est beaucoup plus ailleurs. Et pour mieux comprendre cela, nous connaissons tous l'histoire de l'Afrique. L'Afrique, soi-disant, a été découverte à partir de l'explosion de la révolution industrielle en Europe. Pendant qu'ils cherchaient des matières premières pour alimenter leurs industries, c'est à ce moment qu'ils sont venus chercher et ils ont découvert l'Afrique avec toutes ses richesses et ils se sont assis sur l'Afrique. Et ça a été précédé par la période de l'esclavagisme, où on est venu en Afrique pour saigner l'Afrique de sa sève. Donc, prendre la main-d'œuvre africaine pour aller dans les Amériques, cultiver les champs en Amérique. Et lorsque la deuxième vague d'arrivée des Occidentaux en Afrique, c'est pour chercher les matières premières. Et pour cela, ils ne sont pas venus juste pour un temps et retourner. Ils se sont installés et nous avons connu la colonisation. Et avec le mouvement de décolonisation, c'était un peu presque précipité. Leur départ, c'était forcé. Ce n'était pas vraiment un départ qui voulait partir réellement. Alors, ils devaient chercher à laisser un système où ils continueraient à exploiter les richesses de l'Afrique sans être présents là-bas.
Et ils ont imaginé cela en mettant en place de chefs d'État qui étaient à leur obédience. Maintenant, avec le vent de démocratie, où les peuples veulent maintenant faire entendre leur voix, la situation commence à changer. Lorsque le régime en place est trop dur et que les populations cherchent maintenant à avoir un peu plus d'espace de liberté, espace de communication, ça crée des tensions, c'est ainsi que vous avez des guerres. Et il y a deux sortes d'Africains. Vous avez les Africains à la solde des Occidentaux, ceux-là qui veulent être au pouvoir pour servir les Occidentaux, mais il y a une autre crème d'Africains qui veulent que l'Afrique appartienne aux Africains, profite aux Africains. Et généralement, lorsque par mégarde, je dis bien par accident, cette crème ou cette élite africaine qui cherche les intérêts des Africains arrive aux commandes, et ça pose problème. Et c'est exactement le cas que vous avez cité en Côte d'Ivoire, avec le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui voulait que les richesses de la Côte d'Ivoire profitent d'abord aux Ivoiriens. Bien sûr, c'est un être humain, il a commis des erreurs aussi. Mais réellement, quand nous voyons très bien, ces anciens colonisateurs ne veulent pas se départir de l'Afrique. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, la France ne peut pas s'imaginer en dehors de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la machine économique de la sous-région. Et la France a beaucoup investi en Côte d'Ivoire. Et voir quelqu'un qui vient et dit non, non, ces richesses appartiennent aux Ivoiriens, ça pose problème. C'est pour cela que vous avez des guerres, vous avez des tensions, et toutes sortes en Afrique. C'est parce qu'il y a comme cette douleur d'enfantement qui cherche à ce qu'il y ait une autre Afrique qui puisse naître, et l'ancienne Afrique qui refuse de partir, et c'est pourquoi vous avez toutes ces tensions. Alors justement, à quand cette ancienne Afrique là-bas, à quand l'éveil de la conscience africaine? Parce que quand on regarde, on parle de la mondialisation, on parle de l'informatique, et qu'aujourd'hui, l'Afrique qui a ses richesses est considérée comme un continent du tiers-monde. Vous, en tant qu'intellectuel africain, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre continent piétiné, où les gens n'ont pas le droit de bénéficier de leur richesse? Il faut reconnaître que nous devons utiliser notre intelligence pour sortir de cette situation. Nous avons en face de nous un adversaire qui est puissant. Il a entre ses mains tout ce qu'il faut pour nous rabaisser davantage. Alors, lorsque vous êtes en train d'avoir une relation avec, être en face de vous, quelqu'un qui est plus fort que vous, vous devez utiliser l'intelligence. Malheureusement, nous les Africains, nous ne comprenons pas cela. Nous voulons souvent utiliser notre force physique. Mais nous ne pouvons pas arriver à vaincre un adversaire ou un ennemi qui est puissant. L'Occident est puissant. L'Occident a tous les moyens. Il a les moyens militaires, il a les médias avec eux, il a les moyens diplomatiques. Il y a moyen de pouvoir nous mettre à genoux. Nous devons composer avec cet Occident, mais de manière responsable. Regardez la situation de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, lorsqu'ils ont pris l'indépendance des Blancs, ils ont compris que l'économie est entre les mains des Blancs, cette minorité. Si nous allons brutalement avec ces gens, c'est nous qui allons perdre, parce que nous n'avons rien. Et ils ont cherché à composer avec les Blancs. Quand vous regardez dans tous les gouvernements sud-africains, le ministre des Finances, c'est toujours un Blanc. Pourquoi? C'est parce qu'ils veulent maintenant que ceux qui ont les moyens ne puissent pas se désintéresser de l'Afrique du Sud jusqu'à ce que les Noirs aient le contrôle total de l'appareil économique. C'est que les autres, chez nous en Afrique noire, et spécialement nous les francophones, nous n'avons pas compris. Parfois, nous avons des nationalistes qui veulent aller trop vite en besogne et ils rencontrent la résistance et parfois ils sont éjectés. Et voilà le vrai problème. Mais aussi, c'est un problème d'éducation. Pourquoi je dis que c'est un problème d'éducation? C'est nous-mêmes, nous devons prendre conscience de cette situation et éduquer les nôtres.
les nôtres qui ne voient que leurs intérêts personnels. Parce que l'Occident nous domine, c'est en composant avec certains Africains, en utilisant des Africains. C'est à nous de pouvoir éduquer la masse, d'éduquer plus. Nous éduquons plus, la majorité vient, comprend les choses et nous allons marginaliser ces suppôts des Blancs. Et les vrais Africains, les vrais nationalistes vont prendre les dessus et nous aurons maintenant des relations, comme disait Lumumba, d'égal à égal. Mais pour le moment, la situation est à notre défaveur. Et nous devons vraiment utiliser de l'intelligence et utiliser toutes les tactiques possibles pour que nous puissions arriver à ce que nous puissions prendre notre partie du gâteau. Voilà le vrai problème que nous avons. Alors, chers amis téléspectateurs, vous êtes toujours à l'émission Le Canapé. Nous allons prendre une petite pause et nous vous retrouvons tout à l'heure. Ouvrez-vous les portes de l'Afrique et de la République centrafricaine. Découvrez toute son histoire dans les moindres détails, toute sa culture et son patrimoine, et surtout toute l'actualité en RCA et en Afrique. Alors, qu'une seule adresse, visitez rca-bafrica.com. L'Afrique via le Centrafrique. Après une dure journée de travail, t'as hâte au bon petit plat qui t'attend. Mais tu dois te contenter d'une assiette minable de biscottes et de jambon. Tu le sais que t'en veux pas. Puis c'est pas des toasts au beurre de peanut qui te font sourire. Dites non aux rôtis tartinés de beurre d'arachide. Voici Resto Afro, le moteur de recherche conçu pour vous permettre de découvrir rapidement les restaurants aux spécialités afro du Québec les plus près de chez vous. Vous pourrez voir le restaurant en vidéo ou en photo pour vous aider à choisir le lieu qui vous conviendra selon le confort désiré et votre budget. Trouvez aussi les menus des restaurants et des recettes afin d'explorer la gastronomie afro chez vous. Découvrez les cuisines créoles, caribéennes et africaines grâce à restoafro.com. Bonjour et bienvenue dans le monde d'Orao TV, premier fournisseur en IP de chaînes à l'international disposé de plus d'une centaine de chaînes pour les informations, le sport, les films et la musique. Retrouvez toutes les chaînes que vous préférez, RTNC et Direct TV pour le Congo, RTS pour le Sénégal, GTV pour le Ghana, Vox Africa, Orange Sport, France 24 et bien plus encore. Fini l'ère du satellite et du câble, il vous suffit de brancher votre box directement à votre téléviseur. Et si jamais vous voyagez, transportez votre box n'importe où dans le monde. Orao TV, c'est simple, sans contrat, sans engagement. Alors profitez vite de ces nouveaux services et visitez nos sites internet selon vos régions. Merci et à très bientôt. Maître, vous parliez de le problème la politique africaine. Alors selon vous, aujourd'hui, quel appel on peut lancer à la jeunesse africaine? Qu'est-ce qui fait que la jeunesse africaine ne s'intéresse pas aux problèmes africains? Ça, c'est mon constat. Oui, la jeunesse ne s'intéresse pas parce que nous qui sommes les aînés, nous ne les faisons pas intéresser. C'est lorsque nous les faisons intéresser qu'ils vont s'intéresser. Et lorsque nous leur présentons un spectacle désolant, c'est tout à fait normal
ils ne trouvent pas en nous des exemples, des modèles. Et par conséquent, ils se détournent. Et pour cela, nous appelons ça désintéressement. C'est à nous de rendre cette jeunesse intéressante. C'est à nous de leur donner goût à s'intéresser à l'Afrique. Et comment? Ce n'est pas seulement en étant au pouvoir. Peut-être que nous allons y revenir. Nous sommes des Africains dans la diaspora ici, aux États-Unis, au Canada, en Europe. Qu'est-ce que nous faisons en tant que diaspora pour pouvoir créer cet espace de faire intéresser la jeunesse à l'Afrique? Je remercie Télé Africana pour cette initiative, parce que c'est ce genre d'initiative qui pourrait faire en sorte que les jeunes connaissent l'Afrique et s'y intéressent. Parce que s'ils ne connaissent pas l'Afrique, comment ils peuvent s'y intéresser? Et qui peuvent faire connaître l'Afrique? C'est nous qui devons leur faire connaître l'Afrique, leur faire connaître l'histoire de l'Afrique, au travers de nos communautés, et organiser des débats, organiser des conférences pour parler de l'Afrique, leur faire comprendre l'importance de l'Afrique et comment l'Afrique compte sur eux. Et c'est comme ça qu'ils auront comme une sorte de stimulus pour s'intéresser à l'Afrique. Mais si nous-mêmes, nous qui sommes leurs aînés, nous ne faisons pas cela, c'est difficile qu'ils s'intéressent aujourd'hui à l'Afrique. Alors, avant de continuer, j'ai une question qui me vient en tête. Mais avant de la poser, je voudrais qu'on reparte un peu sur la situation politique des pays africains. Je constate que souvent on parle de politique et on ignore même que la politique rime avec l'économie. Et quand on regarde tous les pays africains, aucun pays n'est économiquement fort. Alors, d'après vous, quelle solution apporter à ce phénomène? Oui, lorsque nous parlons de la politique, de façon générale, la politique, c'est l'art de gouverner, l'art d'organiser la cité. Et lorsqu'on organise la cité, on organise aussi l'économie. C'est parce que ceux qui ont l'impérium, qui ont le pouvoir d'organiser l'économie, ne fût-ce que donner un cadre économique, un cadre légal, et ils ne s'intéressent pas à le faire. Ils s'intéressent à leurs intérêts personnels, mais ils ne voient pas l'intérêt général. C'est ainsi qu'eux-mêmes, ils sont les premiers à dilapider l'économie du pays. Et comment vous pouvez aujourd'hui, des régimes qui ne sont pas démocratiques, parce qu'un régime qui n'est pas assis sur la légitimité populaire, il doit trouver une légitimité ailleurs. Et généralement, la légitimité, ça se trouve à l'extérieur. Et pour pouvoir garder cette légitimité, vous devez quelque chose donner en retour quelque part. Et c'est l'exploitation de l'économie africaine qui maintenant enrichit l'Occident. Et eux aussi, en tant que collaborateurs directs, pour soutenir son régime sur le plan local, il a besoin de clients. Donc faire le clientélisme en mettant en place la corruption pour soutenir son régime. C'est ainsi que vous voyez l'économie de pays, beaucoup d'économies de pays africains se trouvent vraiment très fragiles. Parce que cette économie n'est pas soutenue, cette économie n'est pas organisée et cette économie n'est pas réellement... on ne fait pas la promotion de cette économie. Mais on la détruit. Et l'économie, c'est la matière. La politique, c'est la super infrastructure. Donc, comme on dit dans le marxisme, l'économie, c'est un peu comme l'infrastructure. Et la politique, la superstructure. Donc, si la matière, le fondement n'est pas efficace, même c'est que l'édifice qui est au-dessus, qui est bâti dessus, est fragile. C'est cela le problème que nous avons. C'est bien vrai ce que vous venez d'élaborer. Moi, quand je constate, quand je prends tous les pays africains, que ce soit au Congo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, je dirais même les pays d'Afrique noire, quand je parle d'économie, je constate que ce que nous-mêmes nous pouvons faire en tant qu'Africains, nous n'arrivons pas à le faire. L'exemple de nous nourrir nous-mêmes. Nous ne pouvons même pas nous nourrir.
Donc, nous battons pour nos richesses minières ou bien pétrolières, mais c'est les mêmes Européens, les Occidentaux qui vont venir exploiter. Donc, quand je parle d'économie, les Africains n'arrivent même pas à se nourrir. Alors, vous ne trouvez pas qu'il y a déjà un problème? Est-ce qu'avec toute cette masse, qu'est-ce que vous, en tant qu'intellectuel, quelle éducation vous apportez à ces jeunes-là en leur disant que la politique rime par l'économie, c'est-à-dire se nourrir? Qu'est-ce que vous dites à toute cette population qui préfère rester au bord de la route que de chercher à s'autosuffire? Oh oui, pour répondre à votre question, vous avez parlé au début de l'émission de la mondialisation. La structure de l'économie mondiale fait que les pays d'Africains, ils ont une économie d'exportation. Tout ce que nous faisons, c'est-à-dire exploiter nos matières premières pour les exporter. Et nous, maintenant, les matières finies, nous les recevons des pays, d'abord c'était l'Occident, actuellement ce sont les pays de l'Asie. Nous obtenons tout cela des pays de l'Asie. Parce que la structure de l'économie fait en sorte que nous ne pouvons pas prendre en main le problème de développement comme l'agriculture, étant donné que nous devons d'abord, premièrement, changer cette structure-là. Et pour changer cette structure, il faut des nationalistes. Parce que si vous osez chercher à changer, les gens qui vous contrôlent, étant donné qu'ils produisent pour vous, ils produisent le riz pour vous, ils produisent du sel pour vous, ils produisent même de l'huile pour vous, ils ne veulent pas que vous puissiez commencer à produire parce que leurs produits seront, personne ne viendra les acheter. Et ils vont vous créer des problèmes. Et si vous n'avez pas de soutien de la population, ils vont vous éjecter. C'est ça le vrai problème. Alors, il faudrait que nos dirigeants comprennent que nous avons besoin de l'appui de nos peuples. Quand la population vous soutient, c'est à ce moment-là que vous pouvez apporter des réformes nécessaires pour changer la structure du marché, la structure de l'économie. Tant que cette structure que le blanc, le colonialiste a laissée, de pouvoir exploiter nos matières, aller dans les industries et nous exporter, et nous donner les matières finies, les habits, les riz, tout ça, nous n'allons pas nous en sortir. Parce que nous sommes dans cette catégorie-là, nous ne faisons que ça. Il faut changer la structure de l'économie. Et pour changer, il faut vraiment beaucoup de courage et beaucoup de risques. Parce qu'on risque même son fauteuil. Et beaucoup de chefs d'État africains qui sont au pouvoir ne sont pas capables de risquer. C'est cela ce que je parle d'un leadership. C'est un problème de leadership. Où on veut garder son job, où on veut servir la population. Et avec tous les risques qu'on peut arriver jusqu'à même à l'assassinat physique. C'est un problème complexe. Mais il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent prendre courage. Un jour, ça va réussir. Si demain on tue celui-ci, demain, celui qui va venir après, il pourra réussir. Mais nous devons prendre conscience de cette histoire. Chers amis téléspectateurs, vous êtes toujours à l'émission Le Canapé. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Okuma Laurent, qui nous a fait l'honneur d'être dans nos studios à Irving. Et avant de continuer, nous allons prendre une petite pause et nous vous retrouvons tout à l'heure.